Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Le mandat des députés s'achève dans quelques semaines. Au moment où les lampions s'éteignent sur cette 9e législature, la nécessité s'impose de jeter un regard rétrospectif sur l'activité parlementaire de ces 7 dernières années afin d'y trouver des clés de lecture et de compréhension pouvant peut-être mieux appréhender les prochaines élections législatives qui se profilent à l'horizon au Cameroun. Ces députés qui, pour la plupart, s'apprêtent à solliciter un nouveau mandat, ont-ils accompli la mission pour laquelle ils ont été élus en 2013 ? Ont-ils pu faire valoir leur pouvoir pour apporter des solutions aux multiples problèmes auxquels le Cameroun a été confronté au cours de ces dernières années ? Bien plus, depuis l'avènement de la démocratie et le retour au multipartisme dans notre pays, peut-on penser que l'Assemblée nationale ait apporté une plus-value à l'avancée démocratique et à l'épanouissement des populations qu'elle représente ? À quoi servent les élections législatives dans notre pays ? À quoi sert l'Assemblée nationale ? 237 le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci Madame, Monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, Dr Étienne Kenfack, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous. C'est toujours un plaisir. Permettez-moi de dire également bonsoir aux autres membres du panel, ainsi qu'aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. Vous êtes chargé de cours, assistant au département de droit public, c'est la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Chargé de cours uniquement. Chargé de cours, voilà. Oui. Merci d'être venu sur ce plateau, docteur Étienne Kenfack. Docteur Dassar Moussa Khalil, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. Je vous en prie Duval. Alors vous, je crois, vous êtes plutôt au département de droit privé fondamental, c'est comme ça que ça se dit. Exactement Duval. À la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Oui, c'est bien dit. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie, je profite également de l'occasion pour dire bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision et bonsoir à tous les copanélistes. Docteur Isaac Samuel, bonsoir. Bonsoir et bonne année à tous. Voilà. Vous êtes enseignant des sciences politiques. Et c'est cela. Et j'aime toujours ajouter que vous êtes consultant de développement local. C'est cela. Et vous vous intéressez beaucoup aux questions de décentralisation. Tout à fait. Alors, on va peut-être pas parler de décentralisation ce soir, mais d'un sujet qui se rapporte un tout petit peu à la gouvernance de façon globale, l'administration et les administrés. On s'intéresse ce soir donc à ce pouvoir législatif. Le pouvoir législatif au Cameroun depuis le 18 janvier 1996, en tout cas à la faveur de la Constitution, la dernière de 1996, est un pouvoir législatif bicaméral. C'est cela. Je vais dire un parlement bicaméral avec 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. On va dans quelques semaines là avoir des élections législatives qui vont permettre de renouveler le Parlement. Les 180 députés qui constituent le Parlement, donc l'Assemblée nationale précisément, vont remettre leur mandat, j'ai failli dire, en jeu. Et au cours de ces élections législatives, on aura donc la possibilité de choisir peut-être de nouveaux députés pour reconstituer cette chambre du Parlement. C'est l'occasion pour nous donc que ce soir de nous intéresser, on va le dire un peu, au bilan de l'activité parlementaire de ces 7 dernières années. Il faut rappeler que c'est en 2013 que ces députés ont été élus. Et à la faveur des décrets présidentiels, des décisions des chefs d'État, il y a des prorogations qui ont donc conduit ce Parlement à cette année 2020. Alors la première question que je vais poser, peut-être avant de faire le bilan de ces parlementaires-là, avant de s'intéresser à ce que cette Assemblée nationale a produit depuis le début de cette 9e législature, il faut peut-être déjà rappeler à quoi sert normalement une Assemblée nationale. C'est peut-être à partir de ces indicateurs-là qu'on pourra évaluer le travail qui a été fait par les parlementaires. Je pense que de manière simple, ce qu'on attend d'un Parlement en général et de l'Assemblée nationale, c'est de voter le budget, c'est de voter les lois, c'est également de contrôler l'action du gouvernement. Ça, c'est ce qui est généralement connu. Maintenant, il faudrait ajouter à cela le fait que l'Assemblée nationale représente la nation. Autrement dit, les députés sont là pour représenter la nation. Même s'ils sont élus dans le cadre des circonscriptions bien déterminées, chaque député est député de la nation. On représente l'ensemble du Cameroun, ce qui est
différent de ce qu'on a par exemple avec les sénateurs qui représentent les collectivités territoriales décentralisées. Le pouvoir législatif, dans l'aspect de l'Assemblée nationale, s'intéresse également à la collaboration avec le pouvoir exécutif. Pourquoi? Parce que selon les dispositions de l'article 4 de la Constitution du Cameroun, eh bien, l'autorité de l'État est exercée par le chef de l'État et l'Assemblée, le Parlement en général, et donc avec l'Assemblée nationale. Cela étant, toutes les situations qu'on peut avoir dans un pays, il n'y a pas que le président qui agit, il y a également les représentants du peuple qui doivent agir. Or, bien souvent, ces représentants du peuple-là abandonnent cette mission-là à l'exécutif et interviennent bien souvent après coup. Vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, les actes pris par les représentants du peuple viennent à la faveur d'un projet de loi. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui estime qu'il y a un problème et soumet l'acte... Pourtant, l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République. On s'attendrait aussi à ce qu'on ait des propositions de loi initiées par les députés, même par les autres camarades, c'est-à-dire les sénateurs. Or, dans notre pays, c'est encore loin d'être le cas. On ne ressent pas ce dynamisme qu'on attendrait véritablement des députés de la nation. Alors, dans ce premier jet, le docteur Ndassa, on peut bien voir que le docteur Issamé plante le décor en rappelant les missions fondamentales du Parlement et précisément de l'Assemblée nationale, voter les lois, voter le budget, contrôler l'action du gouvernement. Mais il s'arrête sur un aspect important, c'est la question de l'initiative des lois. Qui sont la Constitution appartient concurremment au gouvernement à travers les projets de loi et à l'Assemblée nationale à travers les propositions de loi. Et remarque fort opportunément que dans notre pays, par exemple, on n'a pas beaucoup de propositions de loi. Est-ce que c'est une preuve ou bien est-ce que c'est un élément, un indicateur fort de ce que on a une Assemblée nationale qui a encore du chemin à faire? Oui, Duval, je vous remercie pour votre question. Vous citez là les dispositions de l'article 25 de la Constitution, dispositions selon lesquelles l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Je voulais revenir en quelque sorte sur les missions principales ou bien les missions classiques de l'Assemblée nationale. Première mission, représenter le peuple. Deuxième mission, légiférer, c'est-à-dire voter les lois. Et la troisième mission, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Mais il se trouve, depuis, on pourrait en quelque sorte faire une espèce d'étude ou bien de l'activité ou bien des différentes législatures depuis 1990. On se rend compte aisément que l'activité parlementaire depuis 90, je préfère dire de l'Assemblée nationale, puisqu'en 90 on n'était pas encore à l'ère du bicamérisme, de l'Assemblée nationale est essentiellement erratique, c'est-à-dire qu'elle est sinusoïdale. Elle n'était pas erratique, ça veut dire qu'elle est sinusoïdale, elle est faite de haut et de bas, pour une raison simple. Depuis 90, comme vous l'avez si bien dit, je n'ai pas souvenance qu'il y a eu une seule proposition de loi qui ait pu prospérer. Il n'y en a même pas eu. Donc, ce n'est pas le fait même des députés, mais il me semble que c'est le fait même du régime politique qui, en quelque sorte, justifie cet état des choses. On assiste à une espèce d'absorption du pouvoir exécutif par le pouvoir législatif, ou alors une prépondérance même, en quelque sorte, ou la supériorité du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. Toute chose qui contribue en quelque sorte à ne pas favoriser la vitalité même de la démocratie. Mais il me semble, il y a certains politistes qui ont parlé d'une espèce de parlementarisme rationalisé pour maintenir une espèce d'activité parlementaire. Pour revenir à la question que vous posiez, est-ce qu'on ne peut pas y voir le fait que il n'y ait pratiquement pas de proposition, n'est-ce pas, de loi qui prospère, le fait que le pouvoir exécutif ait en quelque sorte une prégnance, c'est-à-dire la même mise sur toutes les institutions. Je crois qu'il faut revenir même à ce niveau-là, intelliger même le régime politique camerounais, qui est un régime essentiellement présidentialiste, qui justifie cet état de choses. Ce n'est pas une marque de fabrique camerounaise, ou bien ce n'est pas une spécificité qui est propre au Cameroun. Je crois que tous les pays qui ont ce genre de régime politique ont ce système de fonctionnement. Même en France. Mais au-delà du régime politique, docteur Ndassa, est-ce qu'il n'y a pas dans
je dis quoi, dans la pratique purement camerounaise, un problème. Parce que le docteur Issa m'a indiqué tout à l'heure qu'il n'y a pas de proposition de loi et vous avez justement confirmé cela. Pourtant, lorsqu'on regarde dans les archives ou bien lorsqu'on parcourt l'activité politique des formations politiques qui sont par exemple, je dis qui fonctionnent, qui ont des sièges à l'Assemblée nationale, si on prend le cas du SDF, on va voir que le SDF a initié ou a introduit des textes dans le sens des propositions de loi. J'ai sous mes yeux par exemple une proposition de loi relative au contrôle d'action du président de la République. Ça a été introduit à la session de novembre 2009. Une proposition de loi portant amendement constitutionnel pour modifier la loi sur l'immunité du président de la République. On se souvient qu'en avril 2008, dans la modification de la Constitution, il y avait des dispositions qui avaient été introduites dans le sens d'encadrer l'immunité du chef d'État. Le SDF a voulu initier une proposition de loi dans le sens de modifier cela. Il y a une proposition de loi relative à la camerounisation des postes de directeurs généraux des entreprises stratégiques. C'est comme ça que cette formation politique a appelé ça. Il y a la proposition de loi portant modification de la loi portant code du travail en mars 2011. Et puis un autre texte, par exemple, sur le code électoral. Donc il y a beaucoup de propositions qui ont été faites par le Social démocratique, en tout cas par les députés du Social démocratique, mais qui n'ont jamais prospéré. Oui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que cela n'est pas lié justement à la pratique Au-delà de la pratique, il faut tenir compte du fait majoritaire. C'est une question de rapport de force au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du Parlement. Ouais. Donc, on conçoit difficilement qu'un parti qui n'est pas majoritaire au Parlement ou bien à l'Assemblée nationale puisse céder en quelque sorte aux propositions, n'est-ce pas, de loi qui pourraient aller contre, n'est-ce pas, sa volonté. Et c'est pour cette raison que l'une des propositions que j'appelle de tous mes voeux pourrait en quelque sorte être l'institutionnalisation d'un véritable statut de l'opposition, pour qu'on puisse aboutir à un système qui a cours aux États-Unis comme le système de check and balances, c'est-à-dire pour contrebalancer en quelque sorte le pouvoir exécutif. Parce que tout pays dans lequel l'opposition est inexistante, honnêtement, la démocratie ne peut pas être véritablement manifeste. Je crois qu'il y va même de la grandeur de notre démocratie. Et je revenais encore pour le dire, comme pour le dire, même, ce n'est pas une spécificité camerounaise, même si on convoque l'histoire depuis la Constitution de France. Vous voulez faire une comparaison avec la France? Oui, on va se rendre compte que même à ce niveau-là, on n'a pas assisté à une floraison, c'est-à-dire que de propositions de loi qui a abouti favorablement. Donc ça dépend en quelque sorte, n'est-ce pas, du régime politique. Le nôtre, c'est un régime essentiellement présidentiel. Il y en a qui parlent de régime présidentialiste. Je crois que c'est discutable. Je laisse le soin aux politologues, n'est-ce pas, de dire en fait ce qu'il y a lieu de dire. Mais je crois que nous avons un régime d'inspiration essentiellement jacobiniste, donc à forte centralisation. Ce qui explique également qu'il n'y a pas trop de possibilités laissées à l'Assemblée nationale ou bien aux propositions de loi. Il faudrait peut-être rappeler pour la gouverne des téléspectateurs qui nous suivent que les projets de loi sont d'émanation gouvernementale ou bien du pouvoir exécutif, alors que les propositions de loi émanent essentiellement des parlementaires. Et je voulais ajouter, peut-être pour chuter, pour dire qu'il s'agit en quelque sorte, je ne parlerai pas d'un défaut, il s'agit en quelque sorte des insuffisances mais qui sont consacrées dans nos constitutions. Parce que lorsque vous convoquez les dispositions de l'article 27, n'est-ce pas, de la Constitution, ok, il est dit simplement que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ressortissent du pouvoir réglementaire. Donc à ce niveau-là, il est consacré effectivement que la prégnance même du pouvoir exécutif en matière d'initiation des lois. Et même l'article 26 de la Constitution qui reconnaît qui consacre le pouvoir du Parlement en ce qui concerne le vote des lois. Au niveau de l'article, il est dit, enfin je voulais citer l'article 28 de la Constitution, qui donne la possibilité au président de la République de recourir aux ordonnances, même dans les domaines qui ont été spécifiés à l'article 26 alinéa 2. Donc on peut dire que, même sur le plan constitutionnel, cette absorption du pouvoir législatif est consacrée même par nos textes. Docteur Kenfak, en écoutant Docteur Ndassa et en parcourant justement les dispositions de la Constitution du 10 janvier 1996, on voit effectivement qu'il y a une forte prééminence de l'exécutif sur les législatifs en ce qui concerne les principaux pouvoirs constitutionnels de l'État.
Mais comment est-ce que cela peut s'expliquer qu'on n'ait pas des propositions de loi? Pourtant, il y a des formations politiques qui initient ces propositions de loi, mais ces propositions de loi n'aboutissent jamais. Pourtant, comme il indiquait lui-même, on a une Assemblée nationale qui est essentiellement dominée par une formation politique, qui a donc la possibilité, puisque c'est la formation politique qui gouverne, qui a la possibilité, je veux dire quoi, de contrôler ou bien de filtrer les lois qui sont adoptées. Comment se fait-il que malgré cela, on ait des partis politiques d'opposition qui font des propositions de loi qui malheureusement n'aboutissent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas examinés? Je crois que le docteur Dassa le disait tout à l'heure, on est d'abord dans un rapport de force. On est dans un rapport de force et par conséquent, c'est celui qui est dans le rapport favorable qui décide des propositions de loi qui peuvent être recevables. Lorsqu'on dit que le Parlement légifère, qui est sa deuxième fonction, ou pour être plus précis par rapport au sujet de notre débat de ce soir, l'Assemblée nationale légifère, ce n'est pas forcément que la majorité des lois sont des propositions de loi. Pourquoi? Parce que on ne gouverne que par la loi, en réalité. Et dans l'État, celui qui a une politique à mettre en œuvre, celui qui a un gouvernement à conduire, c'est l'exécutif. Et par conséquent, lorsqu'on veut par exemple encadrer l'activité des mototaxis, lorsque l'exécutif a besoin d'encadrer l'activité des mototaxis, elle a besoin d'une loi. Elle doit faire une loi. Si elle veut réduire un impôt, si elle veut encourager la consommation, elle a besoin d'une loi. On ne légifère que, on ne gouverne que par la loi. Donc, c'est pour que vous compreniez pourquoi la majorité, la quasi-majorité des lois qui sont votées viennent du gouvernement, viennent de l'exécutif. Et donc, une loi qui ne rentre pas dans la mise en œuvre de cette politique ne peut pas recevoir les faveurs de cette majorité parlementaire. Sous la première législature de l'ère multipartiste en 92, l'UNDP, qui était à ce moment-là parti d'opposition, avait également introduit une proposition de loi relative justement à la création d'une commission électorale nationale indépendante. L'affaire avait été bloquée au niveau du bureau du président de l'Assemblée nationale, je ne dis pas la conférence des présidents, du bureau du président de l'Assemblée nationale. Donc, comprenez que dans un jeu de pouvoir, dans un jeu de rapport de force, c'est celui qui a le rapport de force favorable qui va décider des projets ou des propositions de loi qui peuvent être acceptées ou qui peuvent ne pas être acceptées. Donc, le cas camerounais... Mais on le voit sur d'autres sujets, docteur Kinfack, des députés. Puisque ces députés sont par exemple en contact avec les populations face à un certain nombre de réalités ou de problèmes dans la société, sont inspirés dans le sens de produire des lois qui peuvent permettre de résoudre ces problèmes. Et très souvent, ces initiatives des députés, sous forme de propositions de loi, arrivent à l'Assemblée nationale, sont examinées, et puis après sont adoptées ou rejetées en fonction de la perspicacité ou bien de l'intérêt que les parlementaires accordent à cette proposition de loi. Bon, ce sont des cas exceptionnels parce qu'il ne faudrait pas que l'on ait l'impression que ce qui se passe au Cameroun est anormal, c'est-à-dire est contraire à la norme. On voudrait bien que ce ne soit pas normal, on voudrait bien qu'au Cameroun on ne fasse pas bien. On voit des lois qui portent des noms des députés en France, ailleurs, et on voit bien qu'il y a des lois qui portent des noms des députés parce que ces députés-là ont, je veux dire quoi, ont fabriqué ou ont initié ces lois au Parlement qui ont finalement été adoptées et qui ont permis de résoudre des problèmes précis. Je suis d'accord avec vous. Ce sont des cas vraiment exceptionnels. Parce qu'il faut que nous comprenions une chose. Le docteur Issamé le relevait et le docteur Khalil à sa suite. La première fonction de l'Assemblée nationale ou d'un Parlement que l'on n'évoque pas souvent, c'est la représentation. Mais cette représentation n'est pas une représentation mandat. C'est-à-dire que les députés ne sont pas là pour représenter effectivement le peuple.
Aujourd'hui, on en est arrivé pratiquement à une représentation institution, c'est-à-dire le député représente le Parlement. Il représente l'Assemblée nationale. Et par conséquent, il est difficile que quelqu'un qui représente son institution et pas forcément le peuple se retrouve en train de connaître les besoins essentiels du peuple, encore que si ces besoins essentiels, supposons qu'effectivement c'est le cas, ne sont pas prioritaires, parce que la priorité, le gouvernement a des priorités par rapport à la politique qui doit être mise en œuvre. Et par conséquent, on peut dire que ceci peut attendre encore, ceci, on va d'abord sur soi, et pour le moment, on a besoin de légiférer dans tel domaine, de légiférer dans tel autre domaine. Et pour le moment, c'est l'exécutif qui dispose, on va le dire comme ça, de l'expertise qu'il faut pour élaborer ces textes de loi. Jusqu'à présent, les parlementaires, les députés de l'Assemblée nationale, rares sont ceux qui ont une permanence parlementaire. Rares sont ceux qui peuvent s'entourer d'une expertise à même de leur permettre de monter des textes de loi allant dans le sens justement de la mise en œuvre de la politique du gouvernement ou alors de la représentation, entre guillemets, du peuple qui leur a donné le mandat. De ce point de vue, docteur Isaac Essamé, le premier handicap, donc, si on considère ça comme un handicap, c'est le régime politique dans lequel on se trouve, qui ne permet pas effectivement aux députés d'aller au-delà des missions qui sont peut-être les leurs, encore que ça reste un peu dans leur mission, mais les autres expliquent que c'est davantage qu'ils représentent le peuple, ils font les lois, peu importe d'où vient la loi, que ça vienne des députés ou du gouvernement, le plus important c'est que la loi soit adoptée dans l'intérêt des populations et pour permettre à l'exécutif de gouverner. Ce serait peut-être une conclusion active, parce que le régime politique, certes, peut influencer les rapports de pouvoir au sein d'une nation, mais ce n'est pas tout cela. Dans les textes camerounais, c'est-à-dire que si on reste dans l'aspect du droit public, vous allez voir que le régime politique camerounais était un régime parlementaire. Mais il y a juste une tendance. Et là, il faut entrer dans le champ politique pour voir cette déviation où on parle de tendance présidentialiste. C'est cela. Et donc, l'exécutif n'empêche pas forcément au Parlement de travailler. Le Parlement peut travailler. Maintenant, est-ce que les représentants du peuple ont conscience de leur mission? Parce que là, vous allez questionner l'origine sociale de ce que vous retrouvez au Parlement. Le feu professeur Gabriel Lep avait l'habitude de dire que l'Assemblée nationale camerounaise a été prise en otage par les commerçants. Alors, vous savez ce que c'est qu'un commerçant. C'était son point de vue. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs hommes d'affaires au Parlement. Vous avez les membres des professions libérales, comme les avocats qui sont là. Vous avez d'autres corps de métier qu'on peut avoir. Il y a quelques agriculteurs qu'on peut rencontrer. Mais il reste que si on arrive au Parlement avec l'esprit de faire les affaires, ou tout simplement pour avoir les honneurs, on ne sera pas dynamique. On ne sera pas dynamique. Autrement dit, vous estimez qu'au-delà du régime politique qui peut être un problème, vous convoquez un autre argument qui est lié peut-être au casting que font les formations politiques dans le choix des personnes qui aspirent à ces fonctions de député. L'origine sociale pose un problème. Donc on peut interroger le profil sociologique de ceux qui viennent représenter le peuple. Parfois même interroger les mécanismes de leur arrivée au pouvoir, puisque techniquement on regarde l'élection. Mais la sélection de l'élu local, de la nation ne commence pas là. On pense que sélectionner les représentants du peuple, c'est seulement aller voter. Non, ça ne commence pas là. Il faut voir l'origine de ceux qui viennent
comment est-ce qu'ils entrent ou investissent les partis politiques, comment est-ce que les partis politiques les investissent, et lorsqu'ils arrivent justement à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils comprennent leur mission de manière fondamentale? C'est-à-dire au-delà de ces sessions qu'on organise, vous vous êtes sûrement rendu compte que la plupart du temps, lorsque les textes arrivent, c'est à peine si on discute sur des questions essentielles. C'est souvent, j'ai vu pour la loi portant révision du code pénal au Cameroun, c'est le président lui-même qui avait encore instruit d'aller examiner le texte. Alors que les parlementaires étaient là, ils pouvaient faire quelque chose. Donc j'ai dit fondamentalement, le régime politique peut relativement poser problème, mais ce n'est pas ça qui fait. Puis s'il faut regarder le charisme des individus, vous allez vous rendre compte que parlant de cela, les propositions de loi évoquées, c'est-à-dire en projet, c'est-à-dire le projet d'élaborer des propositions de loi et d'aller poser au Parlement, vous avez juste évoqué l'opposition. Si vous regardez bien, ça pose un problème. Tout se passe comme si, s'il faut une innovation ou un changement, c'est l'opposition. Non. Je vous ai dit que les députés accompagnent également le chef de l'État dans la mission politique. Oui, mais vous avez parlé tout à l'heure de la loi portant code pénal, je crois, par exemple. Oui, on a bien observé qu'au cours de la session parlementaire, où cette loi a été examinée, c'est un député du RDPC, notamment, je crois qu'il y a eu un texte qui a été très controversé sur l'immunité des membres du gouvernement. C'est un député du RDPC qui est monté au créneau pour dire non, c'est pas possible, au point où ça a suscité un tollé général, non seulement au Parlement, mais dans l'opinion publique. Mais c'était une grande première, parce qu'on était habitué à voir des projets de loi arriver à l'Assemblée nationale et passer comme il est à la Mais il faut interroger à quel moment ça est arrivé, puisque je vous dis que quand le texte est arrivé au départ, il n'y avait rien. Vous savez qu'il y a eu un mouvement, hein? Le texte, ça allait à l'Assemblée, ça allait au Sénat, hein? C'est revenu. C'était revenu justement pour régler ce problème-là. Voilà pourquoi je dis qu'à la base, même si on a... Oui, mais si c'est une initiative de l'exécutif, ce n'est pas la preuve que le législatif, il y a un problème au niveau du fonctionnement du Parlement de façon globale, même de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle je dis les hommes. Ce sont les hommes qui incarnent les institutions. L'institution est là. Tous ceux qui parlent souvent des systèmes, ça me fait souvent sourire parce que c'est l'homme qui produit le système. C'est l'homme qui porte le système, c'est l'homme qui modifie le système. Donc, si on ne prend pas cette habitude d'examiner des textes, de questionner, rien n'empêche un député du RDPC ou de l'opposition d'apporter des observations sur un texte, quitte à ce que à la fin la majorité puisse l'emporter, mais qu'il y ait quand même débat véritable. Or, des rares cas de débat qu'on a pu avoir, par exemple soulevé par l'UDC, c'est un nombre de questions où le SDF, cela n'empêche pas au RDPC d'agir aussi de manière dynamique, parce qu'en réalité, ce n'est pas qu'un problème, un conflit entre le parti au pouvoir et l'opposition. C'est un problème de destin du Cameroun. C'est-à-dire que quand on est au Parlement... Oui, mais est-ce que cela est perçu comme ça? C'est bien ce qu'on devrait percevoir. Et pour en arriver là, il faut la culture politique. Parti au pouvoir ou opposition, quand on est au Parlement, on réfléchit sur les problèmes du Cameroun. On vote les lois qui vont accompagner le Cameroun vers le bien-être. Qu'est-ce qui plombe le fonctionnement optimal du Parlement aujourd'hui, de l'Assemblée nationale aujourd'hui? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur la préoccupation, enfin, sur ce que le docteur Issamé a dit tout à l'heure. Non pas pour remettre en cause ce qu'il a dit, mais je voulais lui dire que, enfin, je voulais dire simplement que le fait qu'il y ait à l'Assemblée nationale des agriculteurs ou bien des commerçants ne leur enlève pas la capacité de réfléchir. C'est pas parce qu'on est commerçant qu'on ne peut pas réfléchir. La composition même d'une Assemblée nationale ou bien d'un Parlement, elle est d'obédience hétéroclite ou alors plurisegmentaire, c'est-à-dire que les intelligences devraient venir un peu de partout.
peut-être, on pourrait, et ça fait partie de l'une des propositions que je pourrais effectivement suggérer après, on pourrait revenir à une espèce de suffrage capacitaire, c'est-à-dire que pour que les députés qui sont appelés à le devenir, qu'ils aient un certain niveau. Là où je suis d'accord avec lui, on a constaté de temps en temps que quand il fallait examiner soit un projet ou bien une proposition de loi, il y en a qui dorment à l'Assemblée nationale. Ce qui a fait dire à certaines personnes que l'Assemblée nationale est une espèce de chambre d'enregistrement ou bien une caisse de résonance. Mais à la décharge même de certains députés, on se souvient, il y a des projets de loi ou bien des propositions de loi qui atterrissent sur la table quelques heures avant son adoption. Donc ça pose également un problème par rapport au puisque timing. les textes de l'Assemblée nationale prévoient que les textes à examiner arrivent au moins 15 jours avant le début de la session. Un test d'une densité de d'environ 1000 pages. Comment est-ce que rationnellement, en 2 ou 3 jours, on peut l'examiner? Donc, quelle que soit l'intelligence même du député, il me semble que ce serait difficile, n'est-ce pas, pour lui, n'est-ce pas, de produire un résultat conséquent. Donc, j'insiste encore sur le fait que le régime politique peut-être, c'est pas que c'est un problème, mais c'est lié à la forme, n'est-ce pas, du régime. Donc, ce sont des problèmes ou bien des conséquences qui sont, comment est-ce que je dois dire là, qui sont liées ou bien qui sont connotées en quelque sorte à la forme du régime. Partout ailleurs où il y a ce type de régime politique, on assiste à la même chose. Et c'est pour cette raison que j'ai parlé d'un rapport de force. Parce que je verrais difficilement un parti qui est au pouvoir laisser la possibilité aux propositions de loi venant, n'est-ce pas, de l'opposition. Encore que lorsqu'on parle de propositions de loi, elles peuvent également émaner des députés même du parti, du parti au pouvoir. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais à partir du moment où il y a confusion en quelque sorte entre les propositions émanant du parti au pouvoir et les projets de loi, il me semble qu'il y a un problème à ce niveau. Donc, on pourrait bien voir, docteur Dasson, on pourrait bien voir qu'une proposition de loi venant du SDF ou de l'UDC ou de n'importe quelle formation politique de l'opposition soit reçue par la conférence des présidents, disons ça de façon simple comme ça, qui est chargée, je crois, de faire l'ordre du jour et d'arrêter les points qui seront examinés, et ainsi de suite. On pourrait bien voir que ces textes soient reçus par la conférence des présidents, inscrits à l'ordre du jour, envoyés dans les commissions spécialisées, examinés, et puis en plénière, peut-être rejetés si on n'en trouve pas la pertinence. Oui, par exemple, prenons le cas, on a coutume, n'est-ce pas, de copier à l'extérieur ce qui est bien. Prenons le cas en France, c'est-à-dire que pour rendre dynamique en quelque sorte, bien pour rendre opérationnelles les propositions de loi, on a créé une séance d'initiative des propositions de loi. Une fois par mois, il y a des propositions de loi qui sont déposées, n'est-ce pas, sur la table, en quelque sorte, des parlementaires. Et je rejoins le docteur Kenfa quand il parlait de l'absence d'un cabinet parlementaire. C'est-à-dire qu'il y a des députés qui fonctionnent avec leur mandat dans un sac. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas identifiables et autres. Et ça rejoint le fait selon lequel il y a des députés qui n'ont pas de véritable légitimité. C'est vrai qu'on le dit, c'est-à-dire qu'il est dit dans je crois une disposition de la Constitution que tout mandat impératif est nul. Je crois l'article 15 alinéa 2 de la Constitution. C'est-à-dire que le député, une fois élu, il est député de la nation. Il n'a pas d'ordre à recevoir, n'est-ce pas, de sa formation politique. Mais toujours est-il dit que dans nos systèmes actuels, le député doit en quelque sorte porter les récriminations, n'est-ce pas, de la base et pour les adresser aux décideurs. Donc en fait, il doit jouer en quelque sorte le rôle de courroie de transmission. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Déjà parce qu'il y a un problème au niveau du casting au départ, un problème d'investiture même au départ. On sait très souvent comment est-ce que beaucoup d'entre eux font pour devenir députés. Donc du coup, il y a une espèce de césure entre le sommet et la base même locale. Est-ce que ce n'est pas ça le cœur du problème, docteur Kenfa? Les investitures, le casting des députés, le casting des candidats à ces élections législatives-là. Je parlais tout à l'heure de cette substitution de la représentation institution à la représentation mandat. Qui est investi dans un parti? Pourquoi un parti choisit un tel au lieu d'un tel? Parce qu'il veut remporter l'élection. Il ne choisit pas celui-ci parce qu'il sera à même de remonter, d'être cette courroie de transmission entre les populations et les gouvernants. Non, il choisit celui qui, dans la circonscription électorale, a la capacité de mobiliser le plus
l'électorat et donc de lui assurer une victoire et par conséquent de lui assurer une majorité confortable qui lui permettra de gouverner, c'est-à-dire de faire voter les lois dont il a besoin. Parce que je continue de le dire, le problème il est ailleurs et on va le trouver, pas forcément dans ce que les propositions de loi ne sont pas importantes ou alors on ne voit pas une activité des députés relativement à cela. Je crois que tout à l'heure nous parlions vous avez évoqué l'ordre du jour de l'Assemblée qui est fixé par la conférence des présidents, mais la Constitution prévoit bien que ce qui est examiné, c'est les projets de loi et les propositions de loi que le gouvernement a acceptées, parce que c'est le gouvernement qui a une politique à mener. Et parce qu'on ne gouverne que par la loi, il ne peut pas accepter une proposition de loi qui ne lui permet pas d'implémenter un aspect de la politique. Mais est-ce que là, le filtre n'est pas mal placé, Dr Kempfat? Est-ce que là, le filtre n'est pas mal placé? Parce que même le filtre à l'entrée de l'Assemblée nationale, on aurait pu laisser ces textes arriver, par exemple, en commission et puis en plénière, quitte à ce que la représentation nationale s'exprime sur la question. On peut le faire, mais personnellement, je pense que ça ferait désordre. On ne vote pas une loi pour voter une loi. La loi a un objectif. La loi entre dans un ensemble. La loi entre dans une perspective globale. Et donc, on ne peut pas juste dire, OK, le député du Mayo Danaï, qu'il consulte ses populations et puis qu'il vient avec un projet de loi. Le député de la Meuse Noire... Mais une loi a un exposé de motifs. Il y a un exposé de motifs. Je suis d'accord avec vous, mais... Et puis, on peut avoir celui qui initie la loi, qui explique les contours, qui donne un certain nombre d'indications, qui peut permettre aux gens de comprendre exactement quels sont les tenants et les aboutissants de cette loi-là. Quelle est l'opportunité de la loi? Est-ce que la loi est opportune à ce moment-là, même si elle est, on peut comprendre son intérêt? Est-ce qu'elle est opportune à ce moment-là? Est-ce que les mesures qui doivent l'accompagner, qui permettront de l'implémenter, peuvent être mobilisées à ce moment-là? Donc, s'il faut juste voter une loi pour le plaisir, et puis on dit, oh, on est content. Et en plus de cela, on est quand même depuis 1996 dans un parlement bicaméral, où on estime que même s'il y a des dérives qui peuvent apparaître dans l'examen et l'adoption des lois au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des possibilités de correction avec le Sénat, qui est considéré comme la chambre des sages. Mais je vais peut-être rappeler quelque chose. C'est vrai qu'on fait beaucoup de critiques à l'Assemblée nationale et au Parlement en général, mais je voudrais rappeler, parmi les faits d'armes de l'Assemblée nationale et du Parlement, c'est quand même cette institution qui nous a donné la Constitution que nous avons en ce moment. C'est l'Assemblée nationale. La première législature, après les législatures du 1er mars 1992, c'est cette Assemblée nationale qui va écrire la Constitution que nous avons en ce moment, qui est une constitution libérale, qui permet au Cameroun d'entrer dans la démocratie. Bon, on a quand même eu... on a quand même eu quelques révélations ici avec Albert Zongan sur les conditions dans lesquelles cette loi de 1996 a été votée. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. On se souvient que ce député, RDPC à l'époque, rapporteur, je crois, général à la commission, je sais plus, des finances, indiquait que les députés, on leur avait partagé chacun 1 million pour pouvoir adopter les lois. Bon. Et jusqu'ici, personne n'a démenti, donc... Permettez, Duval, permettez que je précise quelque chose. Lorsque nous disons que l'Assemblée nationale légifère, cette fonction de légiférer, parce qu'il faut qu'on la comprenne, on ne peut pas juste prononcer des mots comme ça et passer dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que dans l'État, un texte est appelé loi, il n'a pas été signé à la présidence de la République ou à la primature. Il a été délibéré, certainement amendé et adopté par l'organe qui a le pouvoir de faire la loi. Et dans ce pays,
c'est bien le Parlement et notamment dans l'une de ses chambres, l'Assemblée nationale. Ok. Docteur Essame, quel est votre avis sur la question? Je voudrais peut-être rappeler, sous le contrôle des enseignants sur ce plateau, que dans la procédure législative, il y a l'initiative ou l'initiative de la loi, qui peut être projet ou proposition de loi, qui arrive à la conférence des présidents, qui fixe l'ordre du jour, le texte est envoyé dans les commissions, ces commissions examinent ces projets, ces propositions de loi, et reviennent donc en plénière, sont adoptés ou rejetés en plénière, puis par le mécanisme de la navette, montent donc à la chambre haute du Parlement, où le même mécanisme recommence, et si finalement le texte est adopté, eh bien le texte est donc renvoyé à la présidence de la République pour promulgation. On voit bien qu'il y a, docteur Essame, un mécanisme quand même assez, je veux dire ça comment, assez sérieux, qui devrait permettre, et je dois rappeler ici aussi que même après la promulgation par le chef de l'État, il y a un conseil constitutionnel, je crois, qui gère, je veux dire quoi, qui s'intéresse à la constitutionnalité. C'est-à-dire qu'au cas où cette loi-là serait anticonstitutionnelle, on peut avoir l'intervention du Conseil constitutionnel. Non, au Cameroun, ça se fait avant promulgation. Avant promulgation, oui. D'accord. Alors, donc, il y a quand même des mécanismes de contrôle qui permettent quand même de mettre en place une loi, je veux dire, des lois qui sont quand même, qui permettent finalement... Alors, comment, malgré tous ces mécanismes-là, on observe qu'il y a... Bon, c'est peut-être une question que je pose, des goulots d'étranglement qui ne permettent pas effectivement que toutes les lois, toutes les initiatives puissent être analysées. Bon, je commencerai par une précision. Je vous ai dit tout à l'heure que selon le professeur Gabriel Lepp, on disait que le Parlement était pris en otage par des commerçants dont on visait l'esprit de profit. Bon, commerçant, c'est pas au sens premier du terme. Oui, il faut bien comprendre ça comme ça. Autrement dit, c'est le profit. Le profit, j'ai parlé des hommes d'affaires, aujourd'hui de manière générale, qui dominent presque, accompagner des agriculteurs. Donc la question de la capacité n'est pas posée. C'est-à-dire que je ne remets pas en cause la capacité des personnes qui sont là-bas, non. J'analyse plutôt la dimension intérêt. C'est-à-dire que le Parlement a des gens capables, mais qui ont choisi. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est pas qu'ils peuvent pas, mais les personnes ont choisi de viser essentiellement leurs intérêts. Et je ne suis pas le premier à le dire. Si vous lisez le 18e Brumaire de Napoléon Bonaparte, Karl Marx va vous le dire. Il vous dit que il parle généralement de crétinisme parlementaire. Pour dire qu'il y a une maladie qui frappe la plupart des parlements dans le monde, qui consiste à faire quoi? C'est-à-dire que les représentants de la nation s'intéressent beaucoup plus à leurs intérêts, à leurs profits personnels qu'aux affaires de la nation. C'est dans ce sens-là. Donc, vous l'avez souligné tout à l'heure. Oui, mais vous savez que vous êtes dans le prolongement de la pensée de Dr Kinfack, qui a parlé de profit d'abord des formations politiques qui investissent. Et puis on arrive là maintenant au profit des individus qui ont été investis. Il y a le profit de ces formations-là, bien sûr, mais c'est beaucoup plus le profit des acteurs. Parce qu'il faut regarder bien les acteurs qui agissent sur le terrain. Donc maintenant, quand vous regardez cela, il y a les mécanismes qui sont très bien organisés, c'est-à-dire quoi? Quand un texte arrive à l'Assemblée, on l'étudie d'abord. C'est pour montrer qu'effectivement, on est sérieux. C'est-à-dire que ça va en commission. Commission veut dire que on discute, on prépare, on essaie de voir. Proposer des amendements. C'est cela. On va aller maintenant débattre pleinement en plénière. Vous voyez, donc tout est organisé justement pour permettre aux représentants du peuple d'être dynamiques. Donc on ne peut pas reprocher cela au système ou au régime. Il faudrait que les gens débattent. Moi, j'ai parfois vu le député RDPC Mateo Yuno prendre le courage pour dire des choses. On a vu aussi d'autres députés de l'opposition, que ce soit au niveau de l'UDC ou par exemple du SDF, agir dans certaines circonstances, même si parfois ça a tourné en spectacle. Ce n'est pas souvent ce qu'on recherche, mais on l'a vu. En fait, ce que je demande, c'est d'avoir des gens qui sont intéressés par
le devenir du pays. Et pour être intéressé par le devenir du pays, c'est bien sûr par les textes qu'on passe pour formaliser les conduites sociales, politiques, économiques, même tout ce que vous avez. C'est par ces textes-là qu'on on les met en forme. Et donc, lorsque l'exécutif vient avec ses projets de loi et qu'on attend aussi que le Parlement puisse faire des propositions, il faut regarder cela en termes de est-ce que ça peut aider la société, non pas en termes de est-ce que ça va nuire à tel parti politique ou à tel autre. Parce que ce qu'on ne dit pas au niveau précisément des rejets de certaines propositions de loi qui sont déjà rares, mais quelques-unes qui arrivent souvent, c'est que il y a dans le jeu politique, dans ce rapport de force, quand l'opposition arrive, c'est de bonne guerre, on peut le comprendre. C'est pour chercher à mettre le parti au pouvoir en difficulté. Tout comme le parti au pouvoir, qui contrôle la majorité des sièges, va se prémunir et garantir un certain avantage lui permettant de faire des choix favorables à sa politique, même si je dois rappeler que cette politique ne doit pas être réduite à ce que le parti au pouvoir pense. Parce que ce n'est pas un problème de parti au pouvoir, c'est un problème de population. Même le parti au pouvoir représente les populations. Donc je pense que s'il y a blocage quelque part, c'est d'abord parce que à la base, il n'y a pas une véritable compétition. Je veux dire que les acteurs n'arrivent pas à être beaucoup plus dynamiques du côté de l'opposition. Or, lorsque vous avez l'exécutif qui a la majorité au niveau du Parlement, il va sans dire que ce sont les choix de l'exécutif qui seront mis en avant sous le fondement même ici chez nous de ce qu'on appelle la discipline de parti, mais cela n'enlève pas, et c'est là le problème fondamental, ça ne dédouane pas les députés du parti au pouvoir de faire des observations. Sur cette question-là, docteur Issamé, quel est l'intérêt de continuer à faire prévaloir cette disposition, cette pratique de la discipline du parti dans un système où, par exemple, la Constitution l'indique, le docteur Dassa le précisait, que tout mandat impératif est nul. Est-ce que cela se comprend? C'est le choix du parti, puisqu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Chaque parti politique a ses statuts et son mode de fonctionnement. Oui. Donc, quand vous adhérez à cela, vous êtes obligé de vous soumettre. Mais ça n'empêche pas, puisqu'en réalité... C'est ça la question que je pose. On dit que tout mandat impératif est nul. Là, on va parler de la Constitution. Oui, je parle de la Constitution. Oui. Maintenant, on indique que les partis politiques, je veux dire, les députés qui sont à l'Assemblée nationale, se croient encore obligés de se voir enfermés dans la camisole de force de la formation politique. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y avait un problème de personnalité, de charisme, de souci de travail. Est-ce que les gens ont compris leur rôle et le pouvoir qu'ils ont? Ce n'est pas créer un conflit entre les membres du parti au pouvoir, mais c'est d'avoir cette présence d'esprit, d'analyser des situations et de faire des propositions. Si on ne les voit pas, je ne sais pas à quoi on va aboutir. On est libre. Même le président de la République peut proposer quelque chose à son parti. Ça n'empêche pas aux uns et aux autres de dire, par exemple, monsieur le président national, il y a telle chose. Oui, je voudrais dire que lorsque la Constitution interdit le mandat impératif, il faut aujourd'hui faire ce constat qu'il y a une différence entre l'impératif populaire. C'est-à-dire la Constitution est en train de dire que vous, dans la circonscription dans laquelle a été élu ce député, il n'est pas là pour représenter vos intérêts. Sauf qu'il y a un autre impératif. Je crois que c'est le professeur Alain Didio Olinga qui le relevait dans l'un de ses articles, l'impératif partisan, qui est justement mentionné dans les textes des différents partis politiques. Et certainement qu'il y a un objectif. Imaginez que
dans votre parti, vous êtes sûr que vous avez votre majorité confortable pour faire adopter vos lois et que chacun commence à faire comme il veut, chacun commence à penser comme il veut, à voter de la manière qu'il choisit. Donc, ce n'est pas pour cautionner cette disposition, cette discipline. Elle a un objectif pour les partis dans le sens, éventuellement, lorsqu'on est au pouvoir, d'avoir une coalition stable et ferme, mais lorsque la Constitution, et c'est ça que je voulais relever, interdit le mandat impératif, il s'agit de l'impératif populaire et non de l'impératif partisan. Bon, je ne sais pas si les utilisateurs ont bien compris, parce que cette disposition, par exemple, a été évoquée au moment où Aya Polabine, député RDPC, avait décidé, par exemple, d'abandonner la formation politique RDPC. Il avait démissionné, je crois, de sa fonction de président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Cette disposition a été évoquée parce que certains estimaient que en démissionnant du RDPC, il perdrait sa qualité de député. Mais cette disposition a été évoquée pour justement indiquer que bien qu'il quitte le RDPC, il reste député jusqu'à la fin de son mandat et peut-être pourra aspirer à un autre mandat avec une autre formation politique, Dr Nassan. Oui, il y a eu le cas Paul Aya Biné. Il y a eu également le cas de, je crois qu'un député du Nord qui a eu à faire qui a challengé Kavaï Guitibou dans le cadre d'élections à l'Assemblée nationale. Il y a eu des cas, mais je crois que très souvent ce sont des épiphénomènes. Donc ça arrive très souvent et il y en a qui disent que ça participe même de la vitalité de l'activité parlementaire. Mais ce qui est peut-être reprochable, c'est lorsque on utilise en quelque sorte cette notion de discipline parlementaire ou bien discipline partisane du parti, je voulais dire, comme une espèce d'épée de Damoclès qui plane, n'est-ce pas, sur tout le monde et qui contribue même à bâillonner ou bien à museler en quelque sorte tous les députés. C'est pour cette raison que je dis, au-delà du fait que on puisse au-delà du fait qu'on puisse croire que les députés qui sont à l'Assemblée nationale n'ont pas de charisme, il faut également tenir compte du fait qu'il y a des esprits brillants parmi eux, mais qui, à cause justement de cette discipline partisane, ne peuvent pas dire autre chose. On a vu le retour, je ne sais pas si le député Gaston Combat est revenu. On peut citer 2 ou 3 cas, les grandes gueules du parti au pouvoir. On peut citer Martin Oyono. C'est-à-dire que ceux qui ont pris le risque, n'est-ce pas, d'entrer en dissidence, n'est-ce pas, contre la discipline, ou bien contre la ligne qui leur était indiquée auparavant. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur Kenfak. Imaginez un peu, dans une assemblée ou bien dans un parti politique, chacun choisit, n'est-ce pas, de faire à sa tête. Donc ça va créer en quelque sorte... Oui, mais la question qu'on peut se poser en vous écoutant, c'est: ces députés représentent-ils leur formation politique ou représentent les intérêts de leur peuple, ceux qui les ont élus? En fait, pour revenir à la disposition, tout mandat impératif est nul. Le principe voudrait que, en principe, les députés sont élus par une circonscription, mais une fois élus, ils représentent la nation. Ils représentent le parti politique. Mais sur le plan du principe, c'est le cas. Mais puisque, en fait, lorsqu'ils bénéficient des avantages, des micro-projets, c'est-à-dire que c'est pour que ces micro-projets bénéficient en quelque sorte, c'est la contradiction qui peut être soulevée à ce niveau. Ils bénéficient des micro-projets, mais les micro-projets devraient être prioritairement utilisés, n'est-ce pas, dans leur zone, dans leur bastion électoral, bien dans leur zone de base. Mais en principe, c'était pour éviter en fait que, dans le plan du principe, cette disposition n'est pas mauvaise. C'est-à-dire que tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que c'est une disposition qui consiste à protéger, on peut dire, à protéger le député et puis à l'affranchir, oui. C'est-à-dire que le rendre effectivement des contraintes partisanes, et même au-delà. Mais il me semble, il y en a même qui plus au-delà, il y a des dits, il y a des non-dits. Il y a dans certaines formations politiques, parce que c'est pas toujours dans le parti au pouvoir, il y a des formations politiques où on sait que les députés sont obligés de reverser une certaine somme d'argent au président du parti. Si vous ne le faites pas, lors de la prochaine législature, vous ne serez pas investi. Donc c'est comme ça que ça se passe, on le sait, c'est-à-dire que mais ce n'est pas dit c'est une sorte de discipline du parti aussi. Voilà, on va vous dire que c'est une discipline du parti, c'est-à-dire que celui qui n'a pas reversé peut-être 200 000 francs sur son salaire ne serait plus reconduit lors de la prochaine législature. Duval, si tu permets, je voulais revenir sur cette question de la représentativité parce que j'ai l'impression que on s'attache au texte en croyant que le droit est en apesanteur juridique. C'est pas dans les nuages.
La règle est faite pour les hommes et on l'adapte en fonction des circonstances. Donc, c'est vrai, la Constitution dit que le député représente la nation, mais la nation, c'est quoi? Le député ne représente pas le peuple. Il représente la nation. La nation, c'est quoi? C'est une fiction. Fiction juridique. Mais donc, ça n'existe pas, la nation. Donc, dans la réalité, ce que l'on observe, et ce n'est pas une déformation, une curiosité camerounaise. Le député représente d'abord son parti. Lorsqu'il entre au Parlement, il commence par représenter son parti au sein de l'institution. Ensuite, il représente l'institution, je ne sais pas de manière hiérarchique, et surtout le docteur Issamel l'a soulevé au départ en parlant, en reprenant la citation du professeur Roger Gabriel. Il représente ses intérêts. Et si éventuellement ça peut coïncider avec celle du peuple, nous n'allons pas raconter des choses qui n'existent pas. Nous sommes, l'Assemblée nationale aujourd'hui a fait du chemin. On commence en 1946. Avec l'Assemblée représentative. En 52, on a l'Assemblée territoriale. En 57, on a l'Assemblée législative. Et puis l'éphémère Assemblée nationale de la Convention du 4 mars 1960. Ensuite, l'Assemblée fédérale dès le 1er septembre, l'Assemblée nationale fédérale dès le 1er septembre 1961. Donc, cette Assemblée a fait du chemin. Et au fil de tout ça, ce que nous pouvons dire aujourd'hui de la représentation, c'est que dans la réalité, dans les faits, le député représente d'abord son parti. Il ne représente pas la nation. La nation ne parle pas. La nation ne dit rien à personne. Et peut-être c'est ça le problème. Parce que au niveau de cette institution où on est censé trouver une convergence vers un intérêt supérieur qui est au-dessus des partis, on retrouve plutôt des clivages, certains croyant que quand ceux-ci proposent des lois, c'est pour empêcher ceux-ci d'atteindre tel objectif. Quand ceux-ci font des lois, c'est parce qu'ils ne veulent pas inclure telle autre personne. Et donc, dans cette lutte d'intérêt, dans cette guerre d'intérêt propre, on se retrouve justement avec un intérêt qui est lésé, c'est l'intérêt du peuple. Alors, je voudrais comprendre un cas pratique. Nous avons depuis 3 ans, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, une crise sécuritaire. Et depuis pratiquement 2 ans et demi, une guerre armée entre les forces de défense et de sécurité nationale et puis des gens qui ont pris les armes contre la République. Dans une situation comme celle-là, docteur Issamel, est-ce qu'on ne peut pas envisager, je veux dire, est-ce que les députés ne peuvent pas faire valoir leur pouvoir pour contribuer à la résolution de ce problème-là? Est-ce qu'il faut se limiter, je caricature un tout petit peu, à attendre les projets de loi du gouvernement dans le sens peut-être de la résolution de cette loi, comme on l'a vu avec la loi portant code des collectivités territoriales, entre autres, pour que, effectivement, les solutions soient envisagées pour faire face à cette crise sécuritaire-là. Quel peut être le rôle des députés dans la résolution des problèmes pressants, des problèmes précis, comme c'est le cas avec la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Les députés ont un rôle majeur. Je rappelle que après le chef de l'État au Cameroun, vous avez le président du Sénat, vous avez le président de l'Assemblée nationale, troisième autorité. Vous voyez un peu la place qu'on accorde au Parlement, au Cameroun en général. Donc on s'attendrait précisément à ce que, en tant que représentant des populations, puisqu'on est dans la démocratie représentative, on aurait pu s'adresser directement aux populations, mais techniquement ça poserait problème. Voilà pourquoi on a choisi la démocratie représentative, où les populations choisissent ceux qui vont parler en leur nom au Parlement, notamment. Il y a le président de la République qui est élu, il nomme les ministres qui le représentent. Donc ces ministres ont aussi ce qu'on appelle la légitimité déléguée, agissent au nom du président de la République. Ils sont également légitimes. Alors quand on revient à cette question de la représentation là, le docteur Kemfaka a dit tout au début qu'on ne voyait pas de permanence parlementaire. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même que dans les circonscriptions,
qu'on puisse rencontrer les députés. Il faut retrouver leur secrétariat, on doit pouvoir rencontrer leur bureau. Donc on s'attend à ce que, sur le terrain, qu'ils puissent recevoir au quotidien les populations, parce que ce sont eux qui vont prendre les besoins de ces populations-là et les porter au Parlement pour discussion. Or, qu'est-ce que vous voyez? Jusque-là, on renvoie toujours au président de la République. À chaque fois, président de la République. Moi, je ne sais pas finalement, le président de la République ne va pas tout faire. Voilà, moi, je vous ai dit à l'entame que l'article 4 de la Constitution du Cameroun indique que l'autorité de l'État est exercée par le président de la République et par le Parlement. Donc, le président de la République fait ce qu'il doit faire, le Parlement aussi doit jouer son rôle. Donc, dans ces crises que vous avez soulevées là, les députés devraient normalement débattre de ce problème au Parlement, à l'Assemblée nationale. On se sera attendu. Or, c'est le président de la République encore, une fois de plus, qui a décidé d'organiser le grand dialogue et d'inclure tout le monde. En ce moment, c'est en ce moment-là que les députés ont commencé à demander que, mais on convoque un grand dialogue national, nous ne sommes pas... Est-ce que cet exemple que vous prenez justement n'amène pas à interroger sur, je ne vais pas parler d'aura ou du charisme, de la responsabilité de ces parlementaires-là? Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que cette question n'a jamais été débattue à l'Assemblée nationale. On a vu les députés SIE, par exemple, exiger que la question soit analysée à la représentation nationale et sans succès. Mais là aussi... C'est vrai qu'à un moment donné, on avait vu des députés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, au début de la crise, députés RDPC et SIF confondus, qui avaient tenté de faire une sorte de manifestation, enfin, avaient tenté de poser le problème à l'Assemblée nationale et au gouvernement, mais cela n'a pas fait long feu. Est-ce que cela n'amène pas à interroger sur la responsabilité de ces députés qui ont été élus dans les circonscriptions dans lesquelles aujourd'hui la vie est pratiquement impossible, on ne les voit pas se bouger pour que les solutions soient trouvées? Disons qu'il y a une crise de représentativité manifeste au Cameroun, il faut le savoir. Il y a une crise de représentativité. Une bonne partie de la population ne se reconnaît pas en ses représentants. C'est-à-dire que les représentants que la population a élus hier posent aujourd'hui un problème. Il y a comme une césure qu'on observe, et dès ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'on revient à la base, c'est-à-dire que les députés s'intéressent moins aux questions fondamentales des populations, attendent donc qu'on vienne avec les textes et vont se réduire à les voter, alors qu'on attend précisément d'eux qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils prennent des besoins, qu'ils donnent de la voix. Ils peuvent donner de la voix, même si à la fin, ce n'est pas ce qui est retenu, il n'y a pas de problème, mais qu'on puisse quand même constater qu'ils sont en train de remplir fondamentalement leurs fonctions. Il y a quelques-uns qui se distinguent, ce n'est pas tout le monde. On va non plus dire que tous les députés ne sont pas assez dynamiques. Vous avez évoqué le cas du SIF, mais je dois dire que c'était aussi circonstanciel, parce qu'au départ, on n'a pas vu ce dynamisme-là. Or, quand le moment est arrivé, je sais que c'est pour des besoins politiques, je suis politologue, donc je sais cerner le jeu des acteurs. Donc, dans des circonstances particulières, le SIF a voulu marquer un coup politique, et c'est ce qui s'était passé au Parlement. Donc, jusqu'aujourd'hui. Oui, mais c'est ça l'activité politique. C'est ce que je disais. Donc, on ne peut pas conclure que c'était forcément pour ceux-là. Non, c'est quel est le jeu politique qui se passe. Alors, vous voulez susciter l'adhésion, vous posez un certain nombre d'actes. Docteur Dassa, il y a eu un cas, hein, l'honorable Urba, oui, député SIR dans le Nord-Ouest, qui à un moment donné a dû, on va dire ça comment, décider de franchir le Rubicon, on va dire ça comme ça, entre griffes, pour poser le problème, mais on sait très bien ce qui lui est arrivé. Est-ce que c'est ce genre d'attitude qu'on doit attendre du député, ou bien vous estimez que il a été un tout petit peu hors de la loi? Oui, en fait, il y a une discipline même à l'Assemblée ou bien au Parlement, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'adresser les problèmes. C'est vrai que on insiste beaucoup on s'est arrêté sur le deuxième point. C'est vrai que c'est pas une digression.
ce qui consiste à légiférer, mais on aurait dû prolonger en parlant de la troisième mission de l'Assemblée ou de l'Assemblée nationale, bien des députés, qui essaient de contrôler l'action gouvernementale au travers des questions orales ou écrites qui peuvent être adressées aux membres du gouvernement. Donc, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, il faut reconnaître qu'il y a un véritable malaise dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Et même les députés, ceux qui n'arrivent pas à faire passer ou bien à faire entendre leur voix, sont en quelque sorte pris en otage même dans leur bastion électoral. Donc je crois que faire le reproche tout de go, ou bien de façon péremptoire aux députés qu'ils ne portent pas suffisamment, n'est-ce pas, la voix de leur population, je crois que c'est un reproche de mauvaise loi. Parce qu'il faut tenir compte également de la conjoncture, du contexte chrysogène dans cet endroit pour reconnaître que c'est pas facile également pour les députés. Oui, mais sauf qu'après, on les voit revenir pour solliciter à nouveau les suffrages. Oui, c'est ça le problème. Bon, il faut également reconnaître que par rapport à la plupart de ces députés-là, rares sont ceux-mêmes qui vivent dans la zone qui est en crise. Rares sont ceux qui bénéficient même d'une véritable légitimité, qui bénéficient d'un ancrage même populaire. Il y a un homme politique qui se posait la question cette semaine. Alors, les micro-projets qui sont alloués à ces députés pour aller investir dans leur localité. Si on prend le cas du nord-ouest et du sud-ouest, depuis 3 ans, rien n'est pratiquement possible là-bas. Que sont devenus ces micro-projets? Oui, et ça pose justement véritablement le problème même de contrôle même effectif de toutes les réalisations qui sont connotées aux micro-projets. Ce n'est pas nécessairement une marque de fabrique des députés ressortissants de la zone du nord-ouest. Je crois que c'est la marque de fabrique de la plupart de nos députés. On se demande à quoi Est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'il y a un contrôle de ces micro-projets? En principe, il devrait avoir un contrôle, mais le problème, le contrôle, est-ce qu'il est efficace? S'il est même effectif, c'est-à-dire qu'il peut être prévu par la réglementation, parce qu'en même temps, quand on parle de micro-projets, ça relève, n'est-ce pas, des fonds publics. Donc ça devrait être soumis à contrôle. Mais toujours est-il dit que la plupart des députés qui vont également, enfin un certain nombre de députés qui vont à l'Assemblée nationale, c'est pour bénéficier d'une certaine immunité. C'est-à-dire que très souvent, quand ils sentent qu'ils sont en bisbille avec la justice, ils vont se réfugier à l'Assemblée nationale pour avoir une espèce d'immunité politique. Donc, on peut dire que même quand il y a contrôle à ce moment-là, ils sont couverts par une espèce d'immunité qui les met à l'abri, n'est-ce pas, de toute poursuite. Il faut quand même rappeler que si un député est en difficulté avec la justice, le bureau de l'Assemblée nationale a la possibilité de se réunir pour lever son immunité et le mettre à la disposition de la justice. Sauf que quelques rares fois, quand ça arrivé, le député en question était déjà parti. Alors, docteur Kinfak, le docteur Nassar tout à l'heure insistait sur l'autre mission du Parlement qui est celle du contrôle de l'action gouvernementale. Et ça me faisait sourire un tout petit peu parce que je me disais, alors si on n'a pas de proposition de loi, est-ce qu'on pourrait avoir le contrôle de l'action gouvernementale? Je me rappelle, et permettez-moi de revenir sur cet exemple, je me souviens qu'il y a eu une proposition qui a été faite par le SIF en mars 2014. C'était une proposition de résolution portant constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des MA60, vous vous souvenez de cette affaire qui avait fait des gorges chaudes. Alors, on sait très bien que ça n'a jamais abouti. Alors, si on a du mal à prospérer avec la commission, avec des propositions de loi, ce n'est pas avec les commissions d'enquête parlementaire initiées par les partis politiques de l'opposition qu'on pourrait avoir plus de succès, non? On est toujours là dans le jeu dans les rapports de force. Aux États-Unis, par exemple, j'aime bien cet exemple, aux États-Unis, où l'exécutif nappement va toujours entrer dans, comme je disais tout à l'heure, dans ce jeu de rapport de force. Dire que, est-ce qu'on est capable d'implémenter ce contrôle jusqu'au bout? C'est-à-dire au point de faire tomber un gouvernement. Dans toute démocratie majoritaire. Et puisque cette possibilité existe d'ailleurs. Bien sûr. Dans notre constitution. Dans notre constitution. Avec la motion de censure. Ou encore la question de confiance. Mais reconnaissons que dans toute démocratie majoritaire, la majorité parlementaire soutient son gouvernement. Le docteur Dassa disait tout à l'heure que l'Assemblée nationale est organisée. Il y a des procédures, on ne se lève pas et puis on commence à dire que on doit parler de ceci, on doit parler de cela. Non. L'institution est organisée, il y a des règles, il y a des manières de poser des problèmes.
Comment se passe le contrôle de l'activité du gouvernement, Parce qu'il faut dire comment ça se passe. C'est des questions, d'abord, les questions orales ou les questions écrites. Donc, quel est le député qui a utilisé déjà ces moyens pour avoir l'information parlementaire? Parce qu'il ne s'agit pas pour les députés de lever une armée pour envoyer dans le nord-ouest et dans le sud-ouest afin de régler la question de l'insécurité, mais de demander au gouvernement, il y a une partie du territoire qui est dans tel état, quelles sont les mesures qui sont en train d'être prises. Et si le gouvernement vous apporte des réponses, ces réponses peuvent satisfaire ou ne pas satisfaire. Mais la question a été posée. Oui, les questions orales et écrites au moment du gouvernement, je crois que ça existe. Hein. Très souvent, au cours des sessions, on voit comment des ministres sont cuisinés, entre griffes, par des députés. Donc, bon, maintenant, la question, c'est au niveau des commissions d'enquête parlementaire. Qui peuvent être mis sur pied lorsque la nécessité s'impose. Et encore, il faudrait que la majorité parlementaire soit d'accord pour mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire. Et à ce moment, vous savez bien que les intérêts des uns et des autres vont entrer en jeu. Et parlons justement de ces intérêts-là, est-ce que ça ne nous ramène pas au débat sur le casting? Si on prend le cas de l'Assemblée nationale actuelle, qui est fortement dominée par le RDPC, lorsqu'on regarde les conditions dans lesquelles sont faites les investitures, vous remarquerez, docteur Kenfa, que je parle sous le contrôle des autres ici, que très souvent, ce sont des ministres, membres du gouvernement, qui sont envoyés en mission dans les circonscriptions pour présider les opérations, les investitures des candidats aux élections législatives. Est-ce que cette pratique-là ne fait pas qu'au finish, les députés qui sont élus se sentent un tout petit peu redevables de ces ministres qui ont été en amont de leurs investitures et de leurs désignations? Mais Duval, vous parlez comme si l'Assemblée nationale, ce n'est que le RDPC. Pour l'instant, c'est le RDPC qui domine l'Assemblée nationale, qui, à travers sa forte majorité, adopte toutes les lois dont le gouvernement a besoin pour justement gouverner. Nous savons très bien que pour ce qui est du parti, chaque député qui est élu sait à qui il doit être redevable. Mais ces questions d'investiture et de casting, et au-delà même de quelque chose auquel je pensais, des occasions manquées. Les occasions manquées d'apporter vraiment par l'Assemblée nationale une dynamique nouvelle dans notre pays. Les premières élections pluralistes, vraiment, le casting, on peut dire beaucoup de choses sur le casting, mais comme le relevait déjà le docteur Dassa, on ne peut pas dire que un cultivateur n'a pas le droit de candidater à la représentation nationale. Nous ne pouvons pas, dans aucun pays, on ne peut restreindre le droit à l'éligibilité à l'Assemblée nationale. Mais à cause des intérêts, je voudrais vraiment souligner cela parce que en 92, il y avait une occasion de pouvoir apporter une autre dynamique à l'Assemblée nationale. Sauf que les députés, le casting qui avait été fait et qui avait été validé par le peuple lors des élections du 1er mars 1992, il y a des personnes qui sont arrivées à l'Assemblée nationale et peut-être qui se comportaient comme Israël lorsqu'ils voient le pain tomber du ciel et se demandent qu'est-ce que c'est. Pendant que le RDPC, conscient de la difficulté qui était la sienne, était en train de réfléchir comment faire en sorte que cette assemblée me soit favorable. Et lorsqu'on continue dans celle d'intérêt, on se rend compte que le premier débat de cette législature, c'est sur la modification du règlement intérieur de l'Assemblée pour permettre l'élection du bureau de l'Assemblée. À ce moment, l'UNDP et l'UPC étaient ensemble et faisaient bloc. Le RDPC et le MDR ont pu imposer que ce soit après la mise sur pied du bureau définitif de l'Assemblée que
le règlement intérieur soit modifié. La conséquence, c'est que quoi? La première législature, la première année de cette législature, le bureau de l'Assemblée nationale était uniquement composé des députés du RDPC et du MDR, avec un parti de l'opposition qui avait 68 députés, qui n'avait aucun membre dans le bureau définitif de l'Assemblée nationale pour cette année-là. Donc, vous comprenez que à chaque moment que l'on entre dans la sphère politique, on ne peut pas négliger le fait que les enjeux sont énormes, les intérêts font en sorte que chacun manœuvre en fonction de ce qu'il veut atteindre. Peut-être que chaque député négocie sa voix, dit pour que je vote ce texte, il faut. Ça se passe aux États-Unis, dans d'autres pays. La négociation parlementaire pour adopter un texte se fait. Et donc, le contrôle de l'activité du gouvernement, il est fait au Cameroun. Sauf que si vous voulez parler de la possibilité de mettre en jeu la responsabilité du gouvernement, vraiment, Duval, je vais vous dire que soyons sérieux. Dans aucune démocratie majoritaire, une majorité parlementaire ne lâche son gouvernement. Donc le Cameroun n'est pas une exception à cet effet. Docteur Samuel, on est dans la dernière ligne droite de cette émission sur les solutions que nous pouvons envisager, parce que nous avons quand même relevé un certain nombre d'insuffisances dans le fonctionnement de notre Assemblée nationale. Il faudrait peut-être qu'au sortir de cette émission, qu'on puisse suggérer des solutions qui permettraient à cette Assemblée nationale d'être plus productive et qui puisse travailler dans le sens de garantir effectivement les intérêts des populations qu'elle représente et d'être beaucoup plus intéressante pour ce qui concerne, par exemple, l'avancée démocratique dans notre pays. Nous avons relevé un certain nombre de problèmes liés, par exemple, peut-être au casting des députés, en tout cas des candidats à ces élections législatives. Nous avons parlé des textes et des règlements de l'Assemblée nationale qui ne sont pas toujours respectés. On a indiqué ici qu'il y a des textes qui prévoient que les lois arrivent au moins 15 jours avant le début des sessions, ce qui n'est pas tout à fait le cas. On n'a pas suffisamment insisté sur les cas de corruption à l'Assemblée nationale, mais ça existe. Quelqu'un a peut-être évoqué tout à l'heure une volonté manifeste ou pas de verrouillage du législatif, peut-être en fonction, on a dit qu'on est dans un régime politique qui le favorise. Mais alors maintenant, nous sommes à la veille des élections législatives. De votre point de vue, quelles sont les précautions qui peuvent être prises? Je ne sais pas par qui, peut-être par les populations, ou bien par les partis politiques, les formations politiques qui vont investir les candidats, ou par les populations qui iront voter. Quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour que demain, au lendemain du 9 février 2020, qu'on puisse avoir une Assemblée nationale qui soit peut-être nettement meilleure que celle-ci? Est-ce qu'il est possible d'envisager quelque chose dans ce sens? Disons que l'ensemble de la communauté nationale devrait développer ce qu'on appelle culture politique de manière effective. Parce qu'il faut déjà comprendre ce que c'est que l'État. Si on considère l'État comme cet acteur-là qui va conduire le peuple vers l'épanouissement, eh bien, tous les postes qu'on peut occuper, les fonctions qu'on peut exercer, doivent rentrer dans le cadre, effectivement, de l'épanouissement des populations. Maintenant, du point de vue des populations qui vont élire, soit on considère qu'on est dans la démocratie représentative, si les députés ne représentent plus les populations, bon, je ne sais pas. Mais si les députés représentent les populations, alors les députés, une fois élus, doivent justement apporter satisfaction aux besoins des populations au même titre que l'exécutif. Maintenant, on constate sur le terrain qu'à la veille des élections, ceux qui ne vous saluaient pas commencent à vous saluer. Ceux qui ne vous donnaient rien commencent à vous donner quelque chose. Or, si c'est sur cette base-là qu'il faut élire les représentants des populations, je pense que ça va poser problème. Et là, lorsqu'on vous écoute, il y a de façon sous-jacente un appel au boycott. Non, pas de boycott. J'ai dit que c'est de faire les bons choix. D'accord, ok. Si vous êtes dans la démocratie, vous n'allez pas forcément boycotter. On demande plutôt de faire
le bon choix. Parce que vous avez vous-même soulevé la question du casting, ne l'oubliez pas. Oui. Donc c'est un problème de choix. Docteur Dassa, est-ce que les prochaines élections législatives au Cameroun peuvent permettre de changer la donne? Si oui, dans quelles conditions? Je crois changer la donne, répondre par l'affirmative, il me semble que c'est un peu aller vite en besogne, parce que changer fondamentalement la donne, je crois que c'est autre chose. Peut-être la question à laquelle je m'attendais, est-ce que les élections vont se passer dans des bonnes conditions? Je crois oui, par rapport à toutes les dispositions qui sont en train d'être prises, on peut objecter ou bien opiner par le bonnet qu'elles pourraient bien se dérouler. Maintenant, changer la donne. Je suis un peu dubitatif par rapport à cela, ou bien par rapport au changement de la donne, parce que j'ai comme l'impression que le jeu est fait. C'est-à-dire qu'on peut, sans toutefois verser, ou bien lire dans une boule de cristal, imaginer à peu près la configuration qui va sortir des élections du 9 février. On va se retrouver avec une majorité obèse, constituée à peu près de 146 députés du RDPC, puisque quand on fait même le pronostic, on se rend compte qu'il y a même là c'est de façon objective, il y a des circonscriptions dans lesquelles le RDPC est seul en compétition. Et au-delà même de ces circonscriptions, il y a des circonscriptions également où il y a 2 ou 3 adversaires du RDPC, mais ces circonscriptions sont un peu considérées comme le bastion naturel, n'est-ce pas, du RDPC. Donc je crois que sans toutefois vouloir recourir à une quelconque fraude, le RDP s'en sortirait à ce jour avec 146 députés. On est donc reparti pour une Assemblée nationale semblable à celle qu'on a depuis... Et c'est pour cette raison, tenant compte de cela, pour accorder un peu plus de vitalité même à notre démocratie, j'appelle, n'est-ce pas, de tous mes voeux, l'institutionnalisation même du statut de l'opposition. C'est-à-dire que qu'on donne la possibilité, parce qu'en même temps, dans une démocratie, les sons discordants ou bien les sons divergents ne sont pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est-à-dire que lorsqu'on vous dit ce qui n'est pas bien, même si ça provient de votre ennemi, ça peut participer en quelque sorte à un changement, n'est-ce pas, positif. Je crois qu'il faudrait, première proposition que je pourrais faire à l'avenir, parce qu'il me semble par rapport aux élections, je crois que les jeux semblent faire, il faudrait renforcer peut-être la commission, n'est-ce pas, d'enquête parlementaire. Deuxième proposition, il faudrait doter un statut véritable d'opposition aux partis d'opposition. Et troisième proposition, initier une séance d'initiative des propositions parlementaires, qu'on inculque à nos députés le sens même des propositions, n'est-ce pas, de loi, qu'on ne leur laisse pas l'impression qu'ils sont toujours dans une portion congrue ou bien marginalisée ou bien liée par la discipline de parti. Il faudrait qu'ils osent, en fait. Dr Kinfack, vous sortez de l'émission. Peut-être comment est-ce qu'il est possible d'avoir demain une Assemblée nationale meilleure que celle qu'on a aujourd'hui, ou bien les dés sont jetés? Et si les dés sont jetés, peut-être qu'il faut parler à la conscience des députés qui vont être élus demain pour qu'ils soient peut-être un peu plus représentatifs du peuple qu'ils sont censés représenter. Qui sont censés représenter. Je crois que nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Nous sommes partis d'une transition démocratique pour être aujourd'hui pratiquement dans une démocratie de transition, avec tout cela comporte en termes de jeu ou d'intérêt politique. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de construire notre pays. Personne ne viendra le faire. Et l'Assemblée nationale, dans un État, est une institution fondamentale. Lorsque je parlais tout à l'heure de la représentation, c'était pour faire ce constat, comme vous le dites si bien, afin que les députés qui vont être élus se rappellent que lorsqu'on fait un amendement à une loi, ce n'est pas contre un parti. Et que lorsqu'on propose une loi, ce n'est pas la loi d'un parti, c'est la loi qui va gouverner le peuple. Et qu'on doit se rassurer que l'intérêt supérieur du peuple est défendu dans cette loi. C'est ce que je pourrais dire aux députés éventuellement qui seront élus sous cette législature.
Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau de 237 débat. Docteur Isaac Essamé, infiniment merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Voilà, merci, docteur Dassa Moussa, d'être là ce soir pour discuter avec nous sur cette thématique-là. Je vous remercie, Duval, et je serai toujours disposé à répondre à vos invitations. Merci, docteur Étienne Kenfak, d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour l'invitation, Duval. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Merci à toute l'équipe technique autour de Georges Mitterrand-Dam, Carlos Minoué, Dallas Chana et bien sûr Eric Ouattat. Merci à vous tous d'avoir été là. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.